Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Céline Lebars et Mathilde Lévesque, toutes deux expertes EON dans le domaine des life science. Elles vont décrypter aujourd'hui pour nous le sujet des essais cliniques. Bonjour Mathilde, bonjour Céline. Bonjour Cassandre. Donc les essais cliniques ont été au centre de l'actualité ces 2 dernières années particulièrement, et certains incidents ont même fait la une des journaux. Est-ce que vous pouvez décrypter aujourd'hui pour nous ce qu'est un essai clinique et les tenants et les aboutissants dans les domaines des life science ? Alors, la phase de recherche et de développement est une phase critique dans les sociétés du secteur des life science. Les essais cliniques font partie intégrante du développement d'un nouveau produit, de nouvelles formulations, de nouvelles indications pour l'obtention de la mise sur le marché de cette spécialité pharmaceutique. Aujourd'hui, le défaut d'innovation ou l'assèchement du pipe en R&D est un des top 3 risques majeurs identifiés dans ces secteurs. La recherche et le développement nécessitent un financement important. Certaines sociétés vont jusqu'à dédier 20% de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Donc aujourd'hui, c'est un sujet majeur, et en particulier pour les assurances. L'aspect sociétal des essais cliniques est également très important pour plusieurs raisons. En effet, la raison 1, c'est le test sur l'être humain. Après avoir des tests en laboratoire ou sur des animaux, il y a une mise en danger de l'être humain, donc il y a un encadrement juridique strict qui est nécessaire. Le deuxième aspect, c'est l'attractivité d'un pays. Il est très important, et c'est une question étatique primordiale, qu'un pays soit attractif pour les essais cliniques pour permettre à ses citoyens l'accès aux thérapies innovantes et puis l'accès aux médicaments plus rapide pour une mise sur le marché. Donc l'équilibre entre ces deux points, attractivité et encadrement, est primordial, il est certain. On a des cas par exemple comme l'Inde qui ont eu une politique très souple et donc qui a entraîné des scandales sanitaires au niveau des essais cliniques et qui ont maintenant une politique très stricte avec par exemple les compensation guidelines qui sont très strictes pour les groupes pharmaceutiques et qui entraînent à ce moment-là une question de santé publique majeure. Donc les essais cliniques, c'est également 4 phases d'essais. La phase 1, c'est la sécurité, vérifier la sécurité du produit sur des porteurs sains, sur des patients sains. La phase 2, c'est l'efficacité du produit sur des malades. Et la phase 3, c'est le ratio efficacité et tolérance, efficacité-risque sur une large population. Donc généralement, cette phase 3 entraîne la mise sur le marché du produit. Et il peut y avoir des essais, dits phase 4 ou post-marketing, qui permettent d'avoir de nouvelles indications thérapeutiques pour un produit. Donc vous venez d'évoquer un encadrement législatif strict. Est-ce que vous pouvez donc dresser pour nous un état des lieux des procédures et usages en France ? Donc en France, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a une superposition législative. Il y a tout d'abord la première loi qui réglemente les essais cliniques, c'est la loi Urienne 1988 qui est codifiée dans le Code de la santé publique. Après, il y a eu différentes réglementations européennes, dont la prochaine arrivera à effet en automne 2018, qui a pour but de créer un pôle d'attractivité européen en termes d'essais cliniques. Et la dernière, effectivement, c'est la loi Jardé, qui a été reprise pour ses principaux aspects dans l'ordonnance de 2016, qui est rentrée en effet en novembre 2016. Et donc, effectivement, cette ordonnance vient modifier plusieurs points de structure, d'organisation, on les verra après, et elle vient principalement en réponse aux accidents que vous citiez en introduction, dont celui de janvier 2016. Ces modifications législatives encouragent le développement des essais cliniques en France, dans un contexte où l'attractivité et la compétitivité de la France ont été fragilisées. Ça recadre également le fonctionnement, la globalité du fonctionnement de la procédure vis-à-vis des comités de protection des personnes et de l'ANSM. Également, sont renforcées les règles de vigilance, toujours dans un contexte de l'accident de 2016. Les essais cliniques sont maintenant catégorisés en 3 catégories. Donc, on les appelle les recherches impliquant les personnes humaines, RIPH, et seules les recherches impliquant les personnes humaines de niveau 1, c'est-à-dire les recherches interventionnelles, nécessitent en premier lieu l'avis favorable du comité de protection des personnes, puis l'autorisation de la NSM. À noter également des délais harmonisés de 60 jours pour la globalité du process de validation. Enfin, ces procédures de validation par comité d'éthique sont spécifiques selon les pays. D'où l'importance du CRO, du Contract Research Organization, dans l'organisation d'un essai clinique.
Nous comprenons donc que le secteur du développement clinique est particulièrement encadré en France, mais également dans le monde. Est-ce qu'il existe des spécificités liées à l'assurance ? Alors, il existe des spécificités liées à l'assurance, je confirme, partout dans le monde avec une séparation en différentes catégories pour les pays. Tout d'abord, il y a les pays où il y a une assurance obligatoire. Donc, soit obligatoire souscrite localement, c'est le cas par exemple de la France, soit obligatoire qui peut ne pas être souscrite localement. On a le cas par exemple de l'Australie avec l'État Victoria. Si on part sur le cas particulier de la France, l'assurance obligatoire est fixée par la loi Hurier qui arrête plusieurs points. La limite, 1 million par patient, 6 millions par protocole, qui autorise l'application de franchise, qui arrête l'interdiction de certaines exclusions, des textes en particulier, et surtout qui fixe une période subséquente, c'est-à-dire une durée de garantie après la fin de l'essai. Donc elle est 10 ans. Et une des innovations de l'ordonnance de 2016 est la mise en place de cette période subséquente de 10 ans pour les patients mineurs à compter de leur majorité. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de pays, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'obligation légale en tant que telle d'assurance, mais des exigences des comités d'éthique. On a le cas par exemple en Inde, qu'on listait auparavant, et on a même parfois des demandes assez originales des comités d'éthique. Par exemple en Allemagne, où il y a une obligation d'assurance pour la responsabilité du promoteur. Il y a également des exigences de comité d'éthique sur une assurance individuelle accident, par exemple, pour le trajet des patients jusqu'au centre d'investigation. Et la dernière catégorie, c'est les pays où il n'y a pas d'obligation d'assurance et pas d'exigence particulière. Comment Ion s'implique aux côtés de ses clients aujourd'hui ? Alors, nous allons parler de Practice Lead Life Sciences. Qu'est-ce que cette Practice Lead ? C'est un groupe de travail, une task force, où sont partagées des bonnes pratiques, où sont disponibles des ressources dédiées, des retours d'expériences sinistres, où on fait le point sur l'état du marché des assurances et des principales tendances. Cette practice lead d'E.ON est implantée en tout premier lieu aux États-Unis, se décline en Europe et se développe aujourd'hui en France, dans l'accompagnement de nos clients historiques et de nos tout nouveaux clients. Nous nous appuyons sur cette expertise locale qui est spécifique et pointue, mais également sur cette expertise historique des États-Unis. Donc il faut savoir également au niveau France qu'on travaille sur la construction de programmes dirigés depuis la France avec des assureurs partenaires qui nous permettent d'uniformiser et d'harmoniser les couvertures sur les essais cliniques, tant en termes de limites que de garanties, tout en respectant les règles de compliance locales et les obligations d'assurance. Pour conclure, est-ce que vous avez quelques points de vigilance à partager avec nous ? Alors, lors du G5 qui s'est tenu il y a quelques jours à Paris, la fragilité de la compétitivité de la France en termes d'essais cliniques a été évoquée. 47% des études, des essais cliniques qui ont été menés en 2008 contre 20% en 2016 versus l'Europe. Donc, une des problématiques constatées est la lourdeur administrative. En termes d'assurance, E.ON se doit d'accompagner le promoteur des essais cliniques, surtout en termes de délai d'obtention du certificat d'assurance, ce fameux certificat d'assurance indispensable à l'approbation du comité d'éthique. Il se doit aussi d'être vigilant sur la conformité vis-à-vis des réglementations locales quand les essais cliniques sont menés dans d'autres pays que la France. Ces délais d'obtention de ce certificat doivent être pleinement intégrés dans la planification du process global de l'essai clinique. Un autre point de vigilance, la revue des molécules doit être effectuée par toutes les parties prenantes, donc la pharmacovigilance dans la société de Life Science, pour bien identifier s'il y a des molécules qui sont exclues et celles qui sont bien couvertes. Alors surtout au regard de la Police Master. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Merci Cassandre. Si vous avez la moindre question à poser à Mathilde et Céline, n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo d'Expert E.ON.